Et si demain je vous disais que vous aviez le choix entre deux destins? D'un côté, la pègre japonaise, les yakuza, un monde où l'honneur et la tradition sont au centre de tout, avec un code strict, une loyauté complète, une vie dédiée au clan. Et de l'autre côté, le pire cartel mexicain, un monde violent où règne la drogue et la corruption, et où vous allez pouvoir vous faire un maximum d'argent, mais où vous serez en danger permanent. Eh bien, rapprochez-vous mes ranchous, puisque aujourd'hui, on va effectivement tomber dans des pratiques peu scrupuleuses, ça c'est rien de le dire. Et donc, à quoi ressemblera vraiment l'envers du décor? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre tous ces risques pour s'infiltrer dans ces deux clans extrêmes? Eh bien, on va voir ça en répondant à cette question existentielle. Être yakuza ou membre du cartel de Sinaloa, c'est quoi le pire? Bon, très bien, on débute au Japon avec là notre premier cobaye, Gustave, qui a rejoint les Yakuza, donc qui est la mafia japonaise. Et les Yakuza, c'est une entité en place depuis très longtemps au pays du soleil levant. Et là, vous voyez notre cobaye qui a rejoint la pègre japonaise depuis quelques jours, là, cherche un accessoire pour se démarquer. Et là, justement, il a trouvé un Daruma. Mais il va quand même pas se balader avec ça, quoi, parce que c'est un peu ridicule, quoi, comme vous le voyez. Non, il lui faut quelque chose qu'il puisse porter sur lui. Et il pense assez rapidement à une montre qui lui permettra de ne manquer aucun rendez-vous avec ses boss. Là, bon, vous voyez, notre cobaye cherche son bonheur, mais il ne trouve rien qui ne le satisfait. Aucun modèle, en fait, qui puisse... Tiens, regardez, vous le connaissez celui-là, c'est d'argent. Qu'est-ce qu'il fout là, en pleine forêt en Autriche? Ça n'a aucun sens. Ah, d'accord, il file un coup de main à Holzkern pour fabriquer leur montre. Il a le cœur sur la main, là. D'ailleurs, ça tombe bien puisque Holzkern, ça signifie noyau de bois. Et c'est un fabricant de bijoux spécialisé dans les montres et c'est précisément ce que recherche notre cobaye Gustave. Et j'ai d'ailleurs l'un de leurs produits depuis maintenant plus d'un an, c'est cette montre que voici. Après, j'aime bien porter des montres et puis typiquement les produits d'Holzkern, j'aime bien les porter tous les jours, quoi. Je la porte tous les jours. Non mais évidemment, c'est une montre. À quel moment, du coup, tu le portes une fois par semaine? Quand on a une montre, on la porte tous les jours. Bref, en fait, Holzkern, c'est une entreprise familiale qui a été fondée en 2016 en Autriche, qui a quand même bien grandi depuis. Ils ont quand même maintenant 150 employés et surtout 1 million de clients. Et ouais, mon coco. Et en fait, le bois qu'ils utilisent, il est certifié FSC, donc c'est gage de non-déforestation. Et donc là, en fonction des pièces, on peut retrouver d'autres matériaux comme du marbre gris, de l'acier inoxydable ou encore du lapis-lazuli. Là, je pense que moi, il doit y avoir du marbre, il y a du métal, il y a un peu de tout là-dedans, quoi. En tout cas, Holzkern, c'est aussi 10 magasins physiques en Allemagne et en Autriche, et c'est surtout un site internet qui s'affiche juste ici. Ah, qu'il est beau. Enfin, en tout cas, il y a énormément de produits directement, il y a à peu près plus de 1000 références, donc vous pourrez vraiment trouver votre bonheur. Que ce soit des bijoux, lunettes de soleil, des cercueils, des sacs à main très... Attendez, non, il n'y a pas les cercueils, sacs à main originaux, enfin vraiment, il y a plein de trucs. Et grâce au code Chris, vous avez le droit à 15% de réduction. Vous avez le lien en description, donc faites-vous plaisir. Par exemple, la fête des mères ou la fête des pères, ça peut être le bon moment, quoi. Et revenons à nos moutons. Là, comme vous avez pu le constater avec le look de Gustave, les Yakuza sont dans la majorité des cas très bien habillés. Souvent en costume, noir et blanc, avec différentes couleurs, bref, classe, quoi. Et c'est très important, mais les Yakuza sont japonais. C'est extrêmement rare d'avoir Yakuza qui viennent d'ailleurs, quoi. Par exemple, Gustave qui est français, possible, mais voilà, c'est quand même une exception. Parce que les Yakuza, c'est quand même des familles qui descendent depuis des siècles et des siècles. Et là, quand je vous dis des siècles, il faut vraiment remonter au XVIIe siècle, quand le Japon était encore à l'ère Edo, où le pays était à ce moment-là complètement fermé sur lui-même, comme une palourde. Vous savez, ces petits coquillages-là. Très sympa. Et pour la signification du mot Yakuza, on pourrait traduire ça par vaurien ou perdant, ce qui pose quand même plutôt le cadre, quoi. Mais bon, le temps passe et il faudra attendre le début du 19e siècle, donc presque 200 ans plus tard, pour voir les premiers vrais clans de Yakuza, un peu plus structurés et puis cadrés, quoi, tu vois. Et en vrai, les Yakuza apportent une importance particulière aux traditions ancestrales, ainsi qu'aux codes d'honneur qui sont dérivés du Bushido. Alors le Bushido, c'est un code qui regroupe plusieurs principes moraux pour les guerriers japonais, comme les samouraïs. Mais en plus de cette philosophie, quand on est un Yakuza, il y a 9 règles à respecter. Tu n'offenseras pas les bons citoyens, tu ne prendras pas la femme du voisin, tu ne voleras pas l'organisation, tu ne te drogueras pas, tu devras obéissance à... Oh là là, c'est si long. Vous avez vu, ils sont là. On croirait les 11 commandements. Mais il n'y a pas Dieu derrière. Attendez, les 11 commandements, c'est avec Michael Youn? Non, c'est les 10 commandements en vrai. C'est plus legit là. Tu crois que c'est facile d'être au top tous les jours? Et après, si bien sûr il y a une chose qui est associée au Yakuza, ce sont les tatouages, qui ont quand même une signification assez particulière au Japon. En fait, c'est pas comme en France ou ailleurs. Historiquement, les tatouages sont associés aux bandits ou aux mauvaises personnes. Et c'est pour ça que, même encore aujourd'hui, c'est quand même très mal vu quand on voit quelqu'un qui a des tatouages. Même si ça a quand même évolué, surtout depuis les années 2000. Mais globalement, si t'es japonais et que tu portes des tatouages, on se dit que tu flirtes un peu avec les Yakuza. Donc chaud. Et justement, si vous êtes tatoué et que vous êtes au Japon, il y a pas mal de lieux qui vous seront interdits. Par exemple, les onsen, donc les bains thermaux, les bains publics aussi, les salles de sport, les piscines ou même certaines plages. Si vous avez des tatouages, c'est que nini. Ouais, c'est mort. Et donc il est pas rare de voir ces panneaux, vous voyez, avec ce pictogramme qui dit clairement que voilà, si vous avez des tatouages, c'est mort.
Mais vous voyez, le tatouage, il peut se retourner contre certains yakuza. Et ça, c'est ce qui est arrivé à Shigeharu Shihai il y a quelques années. Parce que ce yakuza, qui était recherché par la police, était parvenu à quitter le Japon pour se réfugier en Thaïlande, où il est resté caché pendant 13 ans. Puis il a refait sa vie là-bas, il s'est marié, il coulait des jours heureux, a joué aux jeux de dames dans la rue, torse nu, et elle a vu tous. Donc, il assumait pleinement. Je suis un ancien yak, au coup. Sauf qu'un jour, des photos de lui sont prises, sont postées sur les réseaux et sont tellement relayées que ça va remonter jusqu'à la police japonaise. Là, les flics, ils vont demander de l'aide à la Thaïlande pour l'appréhender, vu qu'en fait, il a ni visa ni passeport, et il sera chopé alors quelques temps plus tard et rapatrié au Japon. Et là, ça va chauffer pour lui. Bref, pour en revenir à notre petit cobaye Gustave, là, après un mois au sein des yakuza, bien le quotidien est globalement synonyme d'extorsion et de détournement de fonds. Mais vous allez voir qu'avec le temps, les responsabilités vont être plus importantes. Et surtout, vous allez comprendre que les yakuza ont une place assez spécial au Japon. Ok, faisons un petit break là, direction le Mexique pour voir déjà du côté du cartel de Sinaloa. Donc c'est l'un des cartels, si ce n'est peut-être le cartel le plus connu au monde. C'est une organisation criminelle qui a été fondée en 62 et qui compte aujourd'hui des dizaines de milliers de membres. Ça donne clairement dans le trafic de stupéfiants, le blanchiment d'argent, le trafic d'armes, mais aussi et surtout dans les enlèvements et les meurtres. D'ailleurs, le plus célèbre narcotrafiquant du monde a joué un rôle majeur dans le cartel de Sinaloa, mais ça on y reviendra plus tard. En tout cas, l'une des premières différences majeures avec les yakuza, c'est que ici, on trouve des gamins au sein des cartels. Et en vrai, beaucoup de gamins. Prenons par exemple Juan, parce que lui, Juan, quand il avait 15 ans, il était encore au lycée, et il a été alors recruté par un cartel pour vendre de la méthamphétamine. Comme dans Breaking Bad, voilà, c'est pareil. T'es Heisenberg. Et comment que c'est moi? Après, bon, voilà, on est au Mexique, mais malgré tout, c'est pas une activité commune pour un enfant de cet âge-là. Et figurez-vous que il gérait plutôt bien et ses missions ont rapidement évolué. Ce qui fait que quelques mois plus tard, Juan s'est vu confier une arme et la photo d'un membre du cartel rival. Et là, sa mission était très simple, surtout pour un gamin de cet âge, tu vas le buter. Là, Juan, c'est ce qu'il a fait. Il s'est peut-être pas posé trop de questions, j'imagine, et à partir de ce moment-là, c'était devenu un assassin à plein temps. J'imagine que les cours de maths et de philo, c'était un peu mis en stand-by. En tout cas, ni ses camarades de classe, ni ses amis, ni sa famille étaient au courant. À bout d'un moment, il va être repéré, chopé par la police et mis en prison, alors qu'il est toujours mineur. En tout cas, si Juan, lui, il avait 15 ans quand il a commencé cette mésaventure, il y a certains enfants qui débutent parfois à 10 ans. Mais en même temps, avec une promesse de 250 € par semaine et des primes jusqu'à 750 balles par meurtre, le principe en fait de l'argent facile, c'est quand même dur à refuser. Surtout que 250 balles au Mexique, c'est énorme. Et là, vous dites, ok, les enfants, c'est chaud, mais elle a pas non plus des masses, peut-être quelques centaines. D'après une étude menée par Vice, il y a eu près de 250 000 enfants ou mineurs qui avaient moins de 18 ans depuis 2019. Donc c'est quand même énorme. C'est vraiment une partie de leur business. Et là, le profil de ces jeunes est assez similaire. C'est des gamins qui ont perdu leurs parents, des gosses dont un parent est malade, ce qui empêche de faire rentrer de l'argent à la maison, ou encore un manque d'éducation, de diplôme, qui ne donne pas vraiment de perspective d'avenir. Et donc, en vrai, pour eux, rentrer dans un cartel, c'est souvent leur seule solution de survie. Donc vous voyez, rentrer dans un cartel, c'est plutôt facile, on va dire. Mais par contre, monter les échelons, faire ses preuves et rester en vie, là, ça devient plus challengeant. Ok, le temps est passé, ça fait maintenant 1 an. Et là, si on retourne du côté des Yakuza, il y a un truc super important, et c'est le fait que cette organisation ne se cache pas vraiment au Japon. Contrairement aux cartels mexicains où ils passent incognito, ils essayent, les Yakuza, ils s'en battent les couilles. Ils se montrent publiquement, sans aucune pression, et tout le monde sait qui ils sont. Par exemple, il faut savoir que les QG des 23 plus grosses organisations Yakuza sont répertoriés et leurs adresses sont connues. Tout comme, en fait, l'identité des big boss, les sous-chefs, mais aussi les simples membres. C'est vraiment une association de la loi 1901, quoi. À un moment, c'est un club de golf. D'ailleurs, on peut même pratiquement parler de personnalité publique, car comme par exemple le dit Jake Adelstein, qui est un spécialiste des Yakuza, il y a un magazine mensuel qui est publié juste pour parler des actualités des Yakuza. Les différentes arrestations qui ont lieu, les photos qui circulent, etc. Bref, c'est du people pur et dur, quoi. Et en fait, vu que les Yakuza sont très impliqués dans le pays depuis des décennies, beaucoup d'hommes politiques ont eu un lien avec des membres de cette pègre japonaise. On peut parler par exemple du Parti libéral-démocrate au Japon, qui a tout simplement été fondé grâce à la thune des Yakuza. Comme si, je sais pas, Sarkozy avait reçu de l'argent de la Libye, quoi. Enfin, ce serait vraiment un exemple vraiment comme par hasard. Hein. Vraiment, c'est pas arrivé. Et du coup, il est pratiquement impossible de faire disparaître ces liens qui remontent parfois à des dizaines d'années. Voilà, il y a des connexions qui se font avec les Yakuza, qu'on le veuille ou non. Et d'ailleurs, ces connexions, elles ont coûté la place à un ministre du nom de Yoshihiko Noda, il y a à peu près une dizaine d'années. Parce que quelques jours après sa nomination, d'anciennes sombres histoires avec la pègre japonaise ont refait surface, qui pourtant dataient d'il y a longtemps. Et il se trouve qu'à cette époque, ce ministre avait servi d'intermédiaire pour le mariage d'un fils de Yakuza au
placé. Et il avait assisté à une soirée organisée par un yakuza puissant dans la ville de Yokohama. Et donc, bah voilà, ça a fait un peu tache d'huile, tu m'étonnes. Et donc, on l'a forcé gentiment à poser sa dème, ce qu'il a fait. C'est ciao, merci pour ta contribution, au revoir. Mais revenons-en aux missions, et notamment au quotidien d'un yakuza, qui tourne quand même beaucoup autour de l'argent. Alors déjà, un yakuza, un bon yakuza, il va extorquer de l'argent à différentes entreprises et personnes pour enrichir son organisation. Voilà, il fait du racket quoi. Mais il est aussi question de vente, de drogue, de fraude financière et, dans une petite faible mesure, de trafic d'armes. Mais malgré les différents codes qui régissent la vie d'un yakuza, que j'ai tous énumérés bien sûr, oh là là, c'est si long, bah ça reste quand même des mafieux quoi. Alors ils ont un code d'honneur, mais mafieux quoi. Il y a un ancien maire de la ville de Nagasaki, on a malheureusement fait les frais. Parce que il avait été tué de 2 balles dans le dos par un yakuza qui appartenait à la Yamaguchi-gumi. D'ailleurs, on en reparlera plus tard de ça. Et là, vous dites, mais pourquoi on l'a assassiné? Eh bien, tout simplement parce qu'il y avait eu un peu de rancune suite à une non-indemnisation d'un véhicule. Concrètement, un gars de la mairie avait dû emprunter un véhicule des yakuza, il l'avait un peu amoché, le maire voulait pas payer, ils l'ont buté. Ça se joue à rien parfois. Mais apparemment, il y avait aussi la mairie qui avait refusé un chantier à son gang. Donc le yakuza en question, qui l'a tué, on a réussi à le choper et on l'a condamné à une peine de mort, puisque, précision faite, mais au Japon, la peine de mort est toujours possible. Finalement, après appel et compagnie, il s'en tire plutôt bien, il a juste la prison à vie, et il est d'ailleurs décédé en tôle il y a quelques temps. Bref, les yakuza, c'est vraiment pas un univers tendre, et vous avez clairement pas encore tout vu. Si on revient du côté du cartel de Sinaloa, eh bien, à la manière des yakuza, il est très bien organisé. Parce que là, on parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes, donc il y a tout un organigramme, si l'on peut dire, pour que ça tourne bien. Il y a des managers et tout, machin, et les employés et tout, enfin vraiment, c'est vraiment une grosse boîte, quoi, qui fait dans le sale. Très très sale. On part déjà des simples dealers, ensuite des sicarios, qui est le nom donné aux assassins, puis ceux responsables d'envoyer de la marchandise en Europe ou encore en Asie, pour finir par le big boss du cartel. Par contre, c'est quand même cool, il y a quand même des belles opportunités d'évolution, avec certains avantages, mais aussi des inconvénients. Par exemple, quand vous êtes sur le terrain, à longueur de journée, bah c'est sûr, comme c'est plus que borderline ce que vous faites, il y a des chances que vous soyez buté. Que ce soit par les autorités, mais aussi par les gangs rivaux, parce que là, on parle juste de ce gang, mais il y a plein de gangs au Mexique, et ils s'aiment pas forcément entre eux. Mais néanmoins, quand vous grimpez dans les hiérarchies, avec plus de pouvoir, alors vous êtes plus sur le terrain, certes, mais il y a plus de chances pour que vous soyez la cible de tentatives d'assassinat bien définies par les autres cartels. Par exemple, un certain Genaro Garcia Luna, qui était quand même ministre de la sécurité publique au Mexique, a été épinglé pour corruption et magouille politique. Et clairement, c'est peu dire. Là, ça avait fait scandale et il y a eu un procès l'année dernière où il a été reconnu coupable non seulement de corruption, mais aussi de trafic de cocaïne entre le Mexique et les États-Unis. Et il a aussi été accusé d'avoir accepté des pots de vin de la part de notre fameux cartel de Sinaloa. Ce qui était quand même assez marrant parce que, vu qu'il était à la tête de la lutte contre le trafic de drogue dans son pays, ça faisait un peu foutage de gueule. Donc sans trop de surprise, elle a été condamnée à la perpétuité suite à son procès. Après, pour ce qui est des tueurs, dans ce cartel, bah, ils sont vraiment beaucoup. Et certains ont même un tableau de chasse à faire froid dans le dos. En tant que bon tueur, on vise une zone précise de la portière d'une voiture. On va pas truffer le véhicule de balles. Quand j'ai dû tuer un reporter, j'ai tiré 10 balles de 9 mm. Et pas une seule balle n'a frôlé sa fille de 8 ans qui était à côté. J'ai aussi dû tuer la petite amie du chef des sicarios de Juarez, juste parce qu'elle parlait un peu trop. Au final, les 250 cadavres dont je suis à l'origine ne sont qu'un détail. Et après, quand ils ne tuent pas directement, bah, les membres des cartels ont également l'habitude d'enlever des gens. Pour faire par exemple du chantage aux proches dans la majorité des cas. Et c'est sans doute ce qui est arrivé à 5 amis le 11 août 2023. Là, la bande d'amis en fait avait été enlevée par des narcotrafiquants et les choses ont vite viré au cauchemar pour eux. Une vidéo a même été partagée par leur bourreau où on voit les jeunes bâillonnés, les mains attachées. Et ce qui est assez bizarre, c'est qu'on voit dans la vidéo l'un de ces 5 amis s'en prendre à l'un des siens, sans doute par ordre des criminels, tu vois. En tout cas, on peut voir aussi des mains ensanglantées au mur, donc il y a clairement eu de la torture. Et suite à ça, les corps n'ont toujours pas été retrouvés, ce qui empêche du coup les proches de faire leur deuil. Mais en tout cas, de cet univers dangereux et assez sordide, il reste beaucoup à découvrir dans notre vidéo. Alors en fait, contrairement à beaucoup de clichés, même de films ou de croyances populaires, bah, les yakuza, ils font quand même assez peu de bavures en public. En fait, les yakuza vont plutôt fonctionner par coup de pression, aussi subtil que possible, pour éviter de se faire arrêter, et en flirtant souvent avec les limites. Et ce genre de coup de pression, eh bien Jack Adelstein, dont on a déjà parlé, il en a pris un sérieux. Au cours d'une enquête, j'ai découvert que Tadamasa Goto, un des yakuza les plus puissants du Japon, avait eu une grève de foie à Los Angeles. Le truc, c'est qu'il avait pu obtenir cela en trahissant certains de ses associés, et j'ai donc voulu écrire sur le sujet. J'ai alors rapidement eu un contrat sur ma tête, et on m'a dit que si mon article ne disparaissait pas, c'est quelque chose d'autre qui allait disparaître. Puis, on a menacé ma famille. J'ai été mis sous protection policière, et je stressais en permanence. Mais j'ai fini par écrire mon article, qui a été publié dans le Washington Post et dans le LA Times, ce qui a finalement conduit à son
d'éviction des Yakuza car il avait trahi le code. Mais en plus de l'éviction, il y a aussi d'autres punitions que peuvent subir les Yakuza, dont une que vous connaissez sans doute. Et si je vous parle de Yubitsume, qui est donc l'action de se couper partiellement un doigt, ça a une signification symbolique, mais surtout physique, car quand vous avez un doigt en moins, le maniement du sabre est plus compliqué, et donc vous devenez plus faible. Et là, il y a deux façons de perdre un doigt. Par exemple, le terme Shinuyubi, ou doigt mort, s'emploiera dans le cas où vous avez fauté et que vous devez expier votre erreur. Et de l'autre côté, le terme Ikiyubi, ou doigt de vie, s'emploiera quand vous sacrifiez une partie de votre doigt pour réparer la faute d'un de vos sous-fifres. Donc voilà, un acte vu comme noble et courageux. Hein? Et là vous dites putain c'est quand même chaud, mais est-ce qu'il y a une porte de sortie à toute cette merde? Et la réponse c'est oui. Si on prend par exemple Satoru Takegaki, qui est un ex-Yakuza, qui avait décidé de quitter la pègre, lui il s'était rendu compte avec le temps qu'il n'y avait rien à gagner à être Yakuza, hormis peut-être un certain plaisir temporaire. Et en fait, il s'est rendu compte qu'au fur et à mesure des années, tout tournait tout le temps autour de la thune, et plus vraiment de l'honneur. Et c'est pour ça qu'il a décidé de quitter l'aventure. Et pour lui, en fait, la fierté et l'honneur des Yakuza ont été entachés pour de bon lors de l'assassinat du maire de Nagasaki, dont je vous avais parlé plus tôt. Et depuis son départ de la pègre, eh bien Satoru se balade dans les rues pour essayer d'aider ceux qui tentent aussi de changer de voie. Donc peut-être que ce sera une solution pour notre cobaye Gustave, je sais pas. Mais bref, contrairement aux Yakuza qui sont assez discrets, pour les cartels mexicains, c'est vraiment pas pareil quoi. Parce que chez les cartels, il y a souvent des règlements de compte en pleine rue, des assassinats pas forcément discrets, des échanges de tirs encore et toujours. Bref, ils s'en bat les reins quoi. Et comme je vous en avais parlé d'ailleurs plus tôt, le trafic de drogue est au centre des activités des cartels. Que ce soit la marijuana, cocaïne, héroïne et depuis quelques années aussi le fentanyl. Alors pour que vous compreniez, en fait, de base, le fentanyl, c'est un opioïde, un peu comme la morphine, c'est-à-dire que ça relaxe bien, mais comme beaucoup de substances similaires, il y a un marché parallèle qui s'est rapidement mis en place et qui en a fait une drogue super prisée. Et là, le fentanyl, juste pour que vous vous rendiez compte, c'est 30 à 40 fois plus fort que l'héroïne. Et beaucoup plus dangereux. En fait, d'après une étude récente qui a été menée aux États-Unis, le fentanyl tue une personne toutes les 7 minutes dans ce pays. Et ça prend de plus en plus d'ampleur. Comme pas mal de médicaments, une petite partie des ventes sont détournées par les narcos, qui ne parlent d'ailleurs pas de fentanyl, considéré comme le produit de base, mais de M30. Ce qui fait que les drogués eux-mêmes consomment très rarement du fentanyl pur, ce qui est encore pire en termes d'addictologie. L'addiction est immédiate. C'est sans doute la drogue la plus forte qui ait jamais été vendue dans la rue. Et là, si vous vous dites qu'est-ce que font les autorités avec tout ce bordel, en fait c'est un peu compliqué parce que ça dépend des endroits au Mexique. Et bon, en gros, avec la corruption, les habitants se retrouvent souvent seuls et cherchent des solutions. Et par exemple, au début des années 2010, en fait, beaucoup de groupes d'autodéfense ont été créés par des civils. Parce qu'en fait, concrètement, la police ne fait vraiment pas assez. Soit ils sont corrompus, soit ils s'en battent les couilles. Soit les deux. Et on parle quand même de 25 000 membres actifs de groupes d'autodéfense. Mais ce qui est assez marrant justement, c'est que si ces groupes d'autodéfense existent, c'est parce que la police ou l'armée ne font pas assez leur taf. Mais malgré tout, l'État va dissoudre ces groupes d'autodéfense parce qu'ils trouvent que ça va un peu trop loin avec leurs armes et tout. L'État n'aime pas trop peut-être du coup voir ses propres insuffisances, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, quoi qu'il en soit, et quel que soit le point de vue extérieur, les membres de ces cartels jouent tous les jours avec leur vie. Et également celle des autres, que ce soit des gangs adverses ou même des simples civils. Et après, là vous vous dites, ok, est-ce que ça a des conséquences dramatiques dans la majorité des cas? On le voit avec la dernière partie. Imaginez, ça fait maintenant 10 ans en fait que vous êtes déjà dans toute cette organisation. Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, les Yakuza, étonnamment, ils sont en déclin. Et ceci depuis les années 2010. Et petit à petit, ils ont moins de contacts, moins d'influence. Et comme le dit Satoru, donc l'ex-Yakuza, nous ne vivons plus dans un monde où les Yakuza peuvent faire des affaires à l'air libre. Ils ne sont plus une nécessité. Après, même s'ils sont en train de mourir à petit feu, il reste quand même des gangs assez influents, comme par exemple la Yamaguchi Gumi, qui est encore à jour l'une des plus grandes organisations criminelles dans le monde. Par exemple, en 2010, avec 35 000 membres, elle a représenté presque la moitié de tous les Yakuza au Japon, sachant que c'est une organisation qui a été fondée il y a près de 100 ans et qu'elle avait atteint un pic à 60 000 membres dans les années 90, et avec près de 300 clans répartis dans tout le pays. Et d'ailleurs, il est estimé que la fortune de cette organisation est de plusieurs milliards de dollars. Donc les gars sont quand même friqués. Mais à force de réflexion, de plus en plus de membres des différents clans décident de jeter l'éponge et d'essayer de rentrer dans le droit chemin. Et d'ailleurs, des personnes qui sont extérieures aux Yakuza essayent de les aider à leur échelle pour justement qu'ils se réintègrent parmi les Japonais, quoi. C'est par exemple le cas de Yakuto Fukushima, qui est une protéiste, qui fait des prothèses donc, et qui fabrique des doigts aux ex-Yakuza qui ont été partiellement amputés. Et elle, depuis près de 20 ans, elle a fabriqué pratiquement 1000 pièces pour des anciens Yakuza, afin de les aider à retrouver un job. Et elle facture le bout de doigt 1320 €. J'ai appris
appris par moi-même comment fabriquer des prothèses quand j'avais 21 ans. On n'avait pas encore internet à cette époque, donc il était difficile d'obtenir des informations sur la prothétique. Je pense que mes clients ont été de vrais professeurs. Je ne suis pas très intelligente, je suis plutôt mon instinct quand je sens que des gens ont besoin d'aide. Et il se trouve qu'en fait, ce genre de petites aides, de petits détails, avoir un nouveau doigt, ce genre de choses, ça peut aider certains yakuza à sauter le pas et quitter le crime, quoi. Et donc à partir de là, après 10 ans du coup dans la pègre japonaise, notre cobaye Gustave va tout faire pour revenir dans le droit chemin. Mais contrairement aux yakuza, les cartels mexicains ne sont pas en perte de vitesse. Ah là, très loin de là. Déjà pour ce qui est du cartel de Sinaloa, on estime qu'ils sont à peu près 50 000 et pour l'ensemble de tous les cartels au Mexique, on peut compter peut-être quasiment 300 000 personnes. C'est quand même énorme quoi. Et là, si vous dites qu'il n'y a que des hommes dans les cartels, en fait, vous êtes loin du compte. Déjà, le nom le plus connu parmi les femmes qui sont dans ces cartels, c'est Griselda Blanco. Et d'ailleurs, il y a une série Netflix qui lui est consacrée, qui est sortie il y a vraiment pas longtemps. Et il se trouve que Griselda, elle est considérée comme la pionnière du trafic de drogue d'Amérique du Sud vers les États-Unis. Et surtout, elle a été, façon de parler, la mentor de Pablo Escobar. Et sa fortune à elle est estimée à plus de 2 milliards de dollars dans les années 1970. Donc elle était plutôt bien. Mais il se trouve que, comme beaucoup de gros des cartels, elle sera finalement assassinée en 2012 alors qu'elle a 69 ans. Et après, quand les membres des cartels ne tuent pas directement, ils peuvent aussi s'adonner à des tortures diverses et variées pour faire pression ou choper des informations, quoi. Avant de passer dans les mains du boss, les types étaient souvent torturés en amont, à l'aide d'un fer à repasser et un allume-cigare. Monsieur Joaquin avait l'habitude de faire attacher les mecs et de les frapper pendant des heures avec des branches ou des crosses de fusil d'assaut. Il n'était pas rare que les mecs soient complètement démantibulés. Tous leurs os étaient brisés et ils ne pouvaient plus bouger, et Monsieur Joaquin continuait à les frapper. Ces hommes pouvaient parfois passer 3 jours attachés dans une sorte de poulailler. Et Joaquin Guzman, c'est le vrai nom d'El Chapo. Sans doute un surnom que vous avez au moins déjà entendu dans votre vie. Parce que c'est quand même le narcotrafiquant le plus connu de l'histoire. Et qui, mine de rien, est arrivé à s'échapper plusieurs fois de prison. Mais depuis 2019, il est incarcéré dans la prison de haute sécurité ADX Florence, dont on a déjà parlé dans une ancienne vidéo. Si vous voulez aller voir pour voir à quel point c'est chaud de s'échapper de là. D'ailleurs, si la vie d'El Chapo vous intéresse, il n'est pas exclu qu'on en parle prochainement. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que malgré le danger que les cartels représentent, des journalistes continuent de se battre, de dénoncer, d'essayer de les infiltrer, de montrer toute la corruption que ça fait. Comme par exemple Annabelle Hernandez. Elle, c'est une journaliste d'investigation qui a écrit plusieurs ouvrages à charge contre les narcotrafiquants. Elle a même attaqué frontalement plusieurs ex-présidents du Mexique pour leur complicité avec les cartels. Quand même chaud, on parle des présidents là. En tout cas, son but à elle, ça a été toujours d'exposer les têtes pensantes, ceux qui tiennent les rênes et qui sont pas forcément les plus connus du grand public. Mais bon, le problème, c'est que avec le temps, à remuer toute cette merde, cette journaliste, elle a fini par recevoir pas mal de menaces de mort et à voir sa tête mise à prix, quoi. En tout cas, pour sa propre survie, elle a dû quitter son pays et vivre en exil en Italie. En tout cas, comme vous l'avez saisi, on est vraiment face à un univers qui est violent et sanguinaire, où une petite balle, perdue ou pas, n'est pas exclue. Et donc, pour en arriver à la fameuse conclusion, c'est lequel le pire entre le cartel et les yakuza? Même si chaque cas est différent, il est quand même assez facile de se dire qu'en 2024, c'est largement pire de faire partie d'un cartel mexicain plutôt que des yakuza. Et bien, voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si vous êtes déjà allé au Mexique ou au Japon et que vous avez vécu des trucs un peu louches, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça fait vraiment plaisir. Je rappelle que si vous voulez une montre stylée ou autre produit, avec le code Chris, vous avez le droit à 15% de réduction sur tout le catalogue Allscairn. Cliquez sur les liens en description. Et voilà, que dire de plus si ce n'est que nous, on se retrouve très prochainement. Il y a plein d'autres vidéos qui vous attendent dans tous les cas et puis on se dit bye bye.